Nous ne sommes pas encore nombreux sur Ouais, Zoom. Je viens de lancer sur Facebook. Là, je viens juste de lancer. ouais, j'ai vu ça. Voilà, voilà exactement. Je vais éventuellement, si vous souhaitez le partager à partir de votre page web, page Facebook, vous avez la possibilité de le faire J'ai aussi. pas de page Facebook. Ah, d'accord, Je fais d'accord. partie de ceux qui refusent d'avoir Facebook. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. C'est vrai, je comprends. Je vous comprends. Alors, j'essaie de voir. Voilà, on est là. Excellent. Sur Facebook, on est déjà à une trentaine je dirais de personnes qui nous suivent. Une trentaine. Excellent. Une trentaine. Une trentaine sur Facebook. D'accord. Ouais, les gens sont plutôt. Voilà, beaucoup plus orienté Facebook qu'autre chose. Bah, je vais peut-être Ouais, les inviter s'ils peuvent nous rejoindre sur Zoom, si jamais ils le souhaitent. Je vais leur dire quand même bonjour. pas de souci, hein. Même sur Facebook, hein. De toute façon, le plus important, c'est que ils arrivent à suivre. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que sur Facebook, ils ont la possibilité de discuter entre eux, alors que sur Mhm. Zoom, ils ont la possibilité de poser des questions directement. Donc, c'est ça l'avantage de Zoom. Exact, Soit par écrit, exact. soit bah, ils lèvent la main et on peut leur donner la Absolument, parole et ils peuvent voilà, poser la question directement. absolument. Alors, voilà, sur Facebook, parfois il y a du retard. Comme ça défile, les questions défilent et parfois on rate les questions, la discussion de certaines personnes. D'accord, y a pas de souci. De toute façon, si tu arrives à enregistrer les questions qu'on n'a pas répondues, tu peux me les envoyer et je te redonnerai mes réponses à Marhaba, ces questions et tu les rediffuses aux personnes qui les mar- ont posées pour rester correct avec les uns et les autres, quoi. C'est normal. marhaba, c'est une bonne idée, oui. Il est 14 heures, on va attendre 5-6 minutes, le D'accord, pas temps de de voir un souci. petit peu plus. C'est toi qui me donneras, c'est toi qui me donneras le top. Très bien. On sera accompagné par mon collègue Achaf, c'est lui qui va jouer le rôle du modérateur. Là, j'attends qu'il nous rejoigne. D'accord? Alors, je vous préviens, hein, moi je suis très bavard, hein. Marhaba, c'est Bavard, très bavard dans le donc sens ça veut dire où qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a voilà, il y beaucoup a de choses à beaucoup de choses partager, à n'est-ce pas? voilà, c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça quand je dis bavard. Ça permet de partager des points de Absolument, vue, je on peut être comprends. d'accord, pas d'accord, mais bon. Effectivement, ça crée un espace d'échange, un espace de Absolument, partage absolument. d'idées. Je pense Voilà, que c'est le but. après chacun se fait son opinion, sa vision des choses, mais le plus important, c'est qu'on puisse exprimer les uns et les autres un certain nombre d'opinions ou d'idées. Après, je pense que c'est cette collégialité qui fait qu'on peut en sortir un certain nombre de choses intéressantes. Excellent sur Zoom, il y a plus de monde qui nous rejoignent maintenant. On est à peu près à 12 maintenant. Voilà. Et mon collègue Alaoui, il est là. Je vais. Et Kamal, vous avez une présentation à partager? Non, j'ai pas Non, de présentation à partager, mais après, je peux t'envoyer un document que j'ai rédigé, si tu veux, après le partager avec ceux qui ont participé, pas de souci. marhaba, marhaba, mais il y a aucun souci, il y a aucun souci. En tout cas, moi, j'ai animé la semaine dernière un webinar pour un de mes
un de mes contacts avec son équipe dirigeante sur le télétravail. Télétravail, d'accord. Voilà, sur le télétravail, moi j'ai une opinion bien arrêtée sur ça. Mais je vais en parler un petit peu dans ma présentation parce que ça fait partie des problématiques du modèle de développement futur du Maroc. Et on verra après. Ben, peut-être qu'on pourra faire, si tu le souhaites, un autre webinar à un moment donné sur la conception du télétravail telle que moi je la vois, hein, qui pourrait alimenter les réflexions. Et puis, et la discussion que nous avons eue sur le second webinar que nous pourrions faire, à savoir si la culture marocaine était naturellement digitale. Personnellement, je trouve que le sujet est vraiment excellent. Excellent dans la mesure où il de notre identité, il parle surtout d'après un constat d'un professionnel comme vous. Moi, je pense que ça serait absolument nécessaire et rétributeur d'avoir ce regard de l'intérieur sur nos comportements en tant que culture, en tant que comment dirais-je. Voilà. Absolument, absolument. Moi, d'autant plus que j'ai accompagné une grande banque de la place sur toute cette acculturation digitale, où on a fait une véritable petite révolution en interne dans l'entreprise avec des gens qui ne savaient pas ce que c'était la digitalisation ni la transformation digitale, qui avaient des réticences. Mais c'est un travail au corps hein, qu'il faut faire et qui est intéressant. Très bien, super. On a déjà des personnes qui réagissent par rapport à notre discussion là. Oui. Ouais. Il y a, voilà, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a Vilbert Geoffrey qui dit les deux sujets sont en fait très intéressants. Dans mon entreprise au Maroc, les deux dimensions sont des réalités, des priorités, télétravail et digitalisation. Et ben voilà, donc voilà, on a à programmer. À programmer, effectivement. Voilà, et avec plaisir, je ferai partager. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, moi, je suis arrivé dans ma vie professionnelle où ma carrière est derrière moi. Donc, aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans une logique de don, de donner, de partager. Et moi, c'est ma satisfaction la plus importante, c'est que je puisse partager avec les gens. J'ai rien de spécial à attendre des gens. Alhamdoulilah, je suis très bien. Mais en tout cas, moi, je suis disposé à partager et voire même peut-être par la suite accompagner ceux qui souhaitent être accompagnés dans des réflexions ou des stratégies diverses. Hein. De toute façon, sur mon profil LinkedIn, si tu as jeté un coup d'œil dessus, tu verras que je fais pas mal de choses assez originales. Magnifique. Qui sortent de l'ordinaire. Très bien, effectivement. De toute façon, j'aimerais que si jamais c'est possible, dans la mesure du possible, si vous pouvez en parler de ces activités lors du séminaire pour donner des exemples concrets, pour s'en inspirer. Ça serait peut-être, je ne sais pas si dans quel cas ça va être possible, mais bon, si dans la limite du possible. Il y aura peut-être des opportunités en fonction de la discussion. Je pourrais apporter des compléments. Oui, sans problème, hein, sans problème. Je ne dévoilerai pas les avec qui je fais ça, mais bon, j'expliquerai un peu. Bien sûr, ça se comprend. Excellent. Il y a pas mal de personnes qui réagissent, au moins pour dire bonjour. Il y a Mehdi, Abdelkader, il y a Yousfi. Bonjour Yousfi. Bonjour Mehdi, bonjour Vilbert. Bonjour tout le monde. Hein, moi, bonjour à tous. Mohamed. On est. Bonjour, c'est Jabri. Bonjour, Ashraf. On est là, on est à 17. Je crois qu'il est temps qu'on démarre. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Je tiens aussi à remercier Ashraf pour nous accompagner aujourd'hui en tant que modérateur. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et je donne la main à Ashraf pour introduire la session. C'est Ashraf, à toi le micro.
Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle formation, un nouveau webinaire où nous aurons l'opportunité de discuter avec Monsieur Kamel Jabri des propositions, des nouvelles mesures pour le futur plan de développement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Jabri, mais c'est un homme de terrain. Il est expert en RH, en marketing, en communication, en stratégie, en management, avec un long parcours professionnel. Et donc, ça sera à lui de nous présenter le sujet et de l'animer. Si Jabri, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, c'est Ashraf. Merci, Esther Rossé. Je voudrais commencer par vous souhaiter sous bonne date de valeur, hein, étant moi-même un ancien banquier, vous comprenez l'expression, un Eid Mubarak Taïd à vous tous, hein, qui êtes présents aujourd'hui, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, et à tous ceux qui vous sont chers. À cela, moi, je me permettrai de rajouter une grande dose d'optimisme par les temps qui courent, hein. Nous sommes toujours en confinement, en principe, jusqu'au 10 juin. Et cette dose d'optimisme, je l'adresse particulièrement aux dirigeants d'entreprises qui sont dans une situation difficile, qui cherchent le moyen de pouvoir relancer l'activité et revenir à un rythme normal. Alors, je souhaiterais tout d'abord replacer le thème de notre webinaire. Quels enseignements tirer de la pandémie Covid-19 pour le futur modèle de développement du Maroc? Et la replacer dans le contexte actuel. Pour ma part, moi, j'ai un principe que j'emprunte à un dramaturge et essayiste irlandais qui s'appelle et qui est connu, George Bernard Shaw, et qui disait la chose suivante. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Alors, si vous permettez, on va essayer de se mettre tous ensemble dans la catégorie de ceux qui pensent et qui disent pourquoi pas. Alors pour ça, je vais vous proposer de faire une théâtralisation, faire en sorte que, comme si on allait dresser une scène avec des projecteurs, et après je vais dérouler ma réflexion que je souhaite partager avec vous. Le premier projecteur que je vais allumer sur cette scène, où nous sommes tous présents, va concerner les opportunités et les vulnérabilités de notre modèle économico-social actuel. Ensuite, j'allumerai un second projecteur qui est celui qui consistera à mettre en exergue les enseignements originaux que l'on a pu dégager de cette gestion de pandémie Covid-19. Alors, on va allumer le premier projecteur. Que nous montre ce premier projecteur? D'abord que notre pays se distingue à plusieurs égards. D'abord, il se singularise par une stabilité politique, économique, jusqu'à présent, sociale aussi, qui est très appréciée par aussi bien les investisseurs nationaux qu'internationaux et par l'opinion publique mondiale qui voit dans le Maroc un référent intéressant en Afrique et parmi les pays arabes. À cela, il faut rajouter une résilience particulière de l'économie marocaine qui s'est battue bec et ongle pour avoir des taux de croissance parmi les meilleurs taux de croissance observés à travers la planète. Mais ce qui caractérise notre modèle de croissance actuel, c'est un fort soutien de la demande, cette demande intérieure. Jusqu'à présent, nous avons une vision marché intérieur qui d'ailleurs doit être satisfaite, mais nous n'osons pas encore aller à l'extérieur, même si Sa Majesté, lors de ses derniers discours, a parlé de l'Afrique qui est un marché, un nouveau marché à conquérir. On est orienté demande intérieure parce que nous avons un régime de subvention des produits de base, la caisse de compensation, qui a évolué entre-temps.
nous sommes tournés également vers cette demande intérieure parce que nous soutenons le pouvoir d'achat des citoyens marocains, tant bien que mal. Et puis nous sommes tournés vers la demande intérieure parce que l'investissement public s'est accru ces dernières années. Mais d'un autre côté, nous avons quelques vulnérabilités sur ce modèle. Quelles sont-elles? D'abord, on voit l'arrivée des premiers déséquilibres macroéconomiques. À cela se rajoute la difficulté à générer des emplois. Je rappelle quand même que quand on regarde le niveau d'investissement direct dans notre pays, qui sont colossaux, mais quand on regarde la contrepartie en génération d'emplois, elle est minime. Ce qui veut dire que nous sommes certainement une économie de services plutôt qu'une économie industrielle. Alors, à cette difficulté de générer des emplois se rajoute une dégradation des finances publiques qui est compensée par un taux d'imposition qui devient de plus en plus pressant. Mais je pense que nous sommes arrivés, c'est mon avis en tant que citoyen, nous sommes arrivés au maximum. À cela, il faut rajouter encore une autre vulnérabilité, la fragilisation de nos exportations. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande extérieure, elle commence à se rétrécir et qu'il y a une concurrence accrue sur les marchés internationaux. Une problématique de paiement pour nos entreprises qui les mettent dans des difficultés parfois insurmontables. Et enfin, une étroitesse de ce marché intérieur. Nous pouvons, et j'en suis persuadé, notre pays peut faire mieux encore. Notre modèle actuel, s'il fallait résumer, reste un modèle volatile. Il est volatile, pourquoi? Parce qu'il dépend de facteurs exogènes, à commencer par la pluviométrie en ce qui concerne l'agriculture. Donc il n'est pas stable dans le temps. Il suffit que nous ayons une année difficile en termes de pluviométrie et du coup, nous avons un déséquilibre au niveau de l'agriculture. Et il est drivé aussi, ce modèle actuel. Il est drivé par quoi? On l'a dit, par la demande intérieure, qui fait que cette demande intérieure étant, comment dirais-je, un peu à l'étroit, de par un pouvoir d'achat qui est correct, sans plus, qui fait que la compétitivité de nos entreprises et la rentabilité de nos outils de production s'en trouvent touchées. Enfin, la dernière variable, une des dernières variables, notre difficulté à transformer notre démographie, c'est-à-dire la jeunesse de ce pays, en une force d'innovation et de contribution au développement du pays. Et vous avez compris où est-ce que je vais arriver plus tard, on va parler de l'éducation, du système éducatif. Donc nous avons un pays jeune, au lieu de profiter de cette jeunesse pour en faire une force de frappe en matière d'innovation, et d'ailleurs les 2 derniers mois nous ont montré cette créativité et ce sens de l'innovation de cette jeunesse marocaine. Et cette démographie qui n'est pas transformée en une force de proposition, elle a un second impact, c'est celui de renforcer la dépendance des inactifs vis-à-vis de ceux qui sont potentiellement actifs. En d'autres termes, nous allons avoir dans quelques années des problèmes de retraite pour ceux qui auront contribué pendant un certain nombre d'années. Et enfin, dernier point, un système éducatif que je ne qualifierais pas en déshérence, mais qui a été lâché pour le secteur privé et qui conduit, et je vais m'arrêter là, je ne veux pas savoir pour quelle raison X ou Y ça a été fait. Ce que je constate simplement, c'est que le fait que l'éducation soit prise par le secteur privé, ça vient gréver les budgets des ménages les plus modestes. Alors, s'il fallait résumer ces vulnérabilités, ou ce modèle, je dirais que notre modèle de développement actuel, et qui, sous l'impulsion de Sa Majesté, qui a souhaité que l'on réfléchisse à un futur modèle de développement parce que nous avons atteint nos limites. Et cette limite, elle se traduit par le fait que jusqu'à présent, notre modèle de développement était un modèle curatif, pompier de service, alors que nous devrions réfléchir à un modèle préventif. Et cette caractéristique, ce modèle préventif, moi je vois dans l'épidémie, dans la pandémie que nous sommes en train de vivre, une opportunité pour
faire ce changement de passer d'une approche curative à une approche préventive et anticipative. Alors, encore un autre éclairage, toujours avec le même projecteur, 2 indicateurs qui montrent que nous avons atteint, je dirais, les limites du modèle actuel. Et que, grâce à Dieu, nous en sommes conscients et c'est pour ça que ça bouge ces derniers mois. Un premier indicateur qui s'appelle l'indice de Gini. Cet indice de Gini, c'est quoi? C'est un indicateur qui nous permet de mesurer la répartition d'une variable, par exemple les revenus, au sein d'une population. On s'aperçoit que cet indice de Gini du Maroc se situe à 40. 0, quand il est égal à 0, c'est qu'on a une répartition satisfaisante. Quand il est proche de 100, ça veut dire qu'il y a une répartition qui n'est pas bonne. Nous sommes à 40, donc nous sommes dans le milieu. Dans le milieu, quand on sait que l'indice de Gini mondial moyen est autour de 37. Le second indice qui nous permet de mesurer la limite de notre modèle de développement, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH. Cet indice, il repose sur 3 critères. Le PIB, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Que constate-t-on sur ces 3 critères qui permettent de définir cet indice de développement humain? C'est que nous avons la main dessus. Le PIB, c'est qui? C'est les entreprises. C'est notre appareil de production. L'espérance de vie, c'est quoi? C'est la santé. Et enfin, le niveau d'éducation, c'est quoi? C'est le système éducatif. Donc nous avons déjà en main 3 leviers dont nous sommes conscients. Et le classement fait ressortir le Maroc autour de la 120e position sur 189 pays. Et pour clore le tout, on s'est payé cette pandémie Covid-19, pandémie à laquelle aucun pays n'était préparé. Alors, la question intéressante est de dire, est-ce que finalement c'est une catastrophe ou bien est-ce que c'est une opportunité pour le Maroc? Laissons ce premier projecteur allumé, nous allons allumer le second sur la scène. Que dit le second projecteur? Qu'est-ce qu'il éclaire? Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne vais pas revenir sur tous les débats nationaux et internationaux sur le Covid-19, mais je vais essayer de vous faire quelques remarques préliminaires et un constat. Les remarques préliminaires, d'abord, je voudrais saluer, comme tous les Marocains l'ont fait, la gouvernance marocaine de cette pandémie. Et elle a été reconnue, je regardais encore ce matin dans la presse internationale, un certain nombre de pays reconnaissent que le Royaume du Maroc a fait de l'excellent travail. Même si nous avons quelques débordements, quelques loupés, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la gestion normale d'une situation de crise. Je voudrais aussi profiter de cette opportunité, je ne sais pas si dans les participants il y a cette catégorie de personnes, je voudrais rendre hommage en tant que citoyen ordinaire à tout le corps médical, le corps paramédical, les forces de l'ordre, les militaires, les forces auxiliaires et tous ceux dont vous, dirigeants d'entreprise, avez fait que le Maroc continue de fonctionner, même si nous n'en avions pas forcément les moyens de le faire à un moment donné. Alors, moi, j'ai tiré 13 enseignements de cette pandémie. Alors, je vais vous les expliquer et les commenter rapidement. D'abord, un premier enseignement, une fierté patriotique, et le terme est bien choisi, je dis bien patriotique et non pas nationaliste, patriotique, des Marocaines et des Marocains sur la manière dont cette pandémie a été globalement gérée. Ça, c'est mon premier enseignement que j'en tire. Le second enseignement, une facilité déconcertante d'innovation, subite. Ça veut dire que nous avons cette capacité d'innovation, mais elle est latente. Elle est latente, elle est médiate, elle n'est pas immédiate. Il a fallu qu'il y ait, j'allais dire, un réactif pour que cette capacité d'innovation voie le jour. Mais qu'il va falloir absolument continuer à soutenir. Il faut que ça perdure dans le temps, parce que sans quoi, c'est un feu de paille. Troisième élément,
un développement du digital que je vais qualifier de primaire. Nous avons fait plutôt de la scannerisation plutôt que de la digitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle digital, mais on aura certainement l'occasion de revenir dessus. Ah oui, pardon, alors juste une parenthèse. Vous devez me voir avec un gros pouce, ce n'est pas le Covid, hein. C'est simplement un sale coup que j'ai pris sur le pouce ce matin. Et je referme la parenthèse. Alors, je disais donc, oui, cette digitalisation, elle est primaire. Pourquoi? Je la qualifie de primaire parce que, subitement, d'un coup de baguette magique, on a vu arriver plein de projets digitaux dans l'administration, dans le secteur privé, de l'innovation. Mais ils étaient où, ces projets? Pourquoi ont-ils tardé à sortir? Ça, c'est une question intéressante. Subitement, on les voit apparaître. Quatrième point, un travail formidable des associations. Plus de 150 000 associations au Maroc, hein, et qui ont agi malgré le peu de moyens. Vous comprenez pourquoi je suis en train de parler de tout ça, parce que cela va impacter plus tard notre modèle futur, les propositions. Cinquième constat, une modification dans le comportement de la presse arabophone et francophone marocaine. C'est-à-dire que, subitement, ils sont devenus aussi patriotes. Nous sommes sortis des généralités, des mondanités. Tout le monde s'est rangé avec une position claire et nette, celle de protéger les citoyens et citoyennes marocains. Mais cette presse, elle a également contribué à une prise de conscience collective. Et puis surtout, à une éducation collective. Je regarde tous les jours, comme vous, la télévision internationale. Eh bien, je trouve que nous autres Marocains, et ce n'est pas par patriotisme ou nationalisme, nous sommes quand même un peu plus disciplinés. Juste avant de nous connecter, je regardais une chaîne d'information française. Ben, je peux vous dire que la notion de masque et de distanciation, ils l'ont vite oubliée. Sixième élément, une communication de crise que je trouve intéressante et satisfaisante à mes yeux. En fait, on ne parle que quand on a quelque chose à dire. Je vous renvoie à d'autres types de communication de crise, de cette crise dont nous parlons, et à la limite, tout le monde est devenu spécialiste du Covid-19. Je pense qu'elle a été bien dosée, cette communication de crise. Septième enseignement, un système hospitalier que tout le monde critique, public, que tout le monde a critiqué, y compris moi, y compris tous les Marocains, et qui s'est montré à la hauteur, avec le peu de moyens, qui prouve que finalement, notre système de santé est robuste, il suffit qu'il soit drivé et qu'il soit mis sous pression. Huitième enseignement, une forte propension à transformer une partie de l'appareil de production en un temps record quand il s'est agi de fabriquer des masques. Nous avons surpris tout le monde. On s'est même surpris nous-mêmes, pour vous dire à quel point on est capable d'avoir cette agilité quand on le souhaite. Une conséquence, c'est la forte dépendance des laboratoires internationaux. Et puis, peut-être une gestion de stock stratégique qu'il va falloir repenser si jamais une autre catastrophe naturelle arrivait. Néanmoins, on a quand même un pourcentage de nos concitoyens qui ont un respect très timoré du confinement, à l'instar d'ailleurs d'autres populations à travers le monde. Les raisons sont très simples et on ne va pas se mentir. D'abord, il y a un problème de compréhension de la dangerosité de ce virus, l'exiguïté des habitations, qui fait que on ne peut pas tous tenir dans le petit logement social, et la moitié est dehors. Hein, il est dehors, le temps que l'on puisse doter tout le monde de masques et que l'on explique à tout le monde, oui, nous avons eu ce début de décollage des cas de Covid-19 dans un premier temps. Cela s'explique aussi parce qu'une bonne partie de l'éducation de nos enfants se fait aussi dans la rue. Cela s'explique aussi par la précarité de certains métiers, et je pense en particulier aux marchands ambulants, à tous ceux qui font des jobs informels.
Cela s'explique aussi par la taille des familles, le nombre moyen d'enfants par famille, et la liste est longue. Autre enseignement, on a vu un peu, j'allais pas dire la désorganisation de nos circuits de distribution, mais la faible réactivité de nos circuits de distribution au départ. Maintenant, ils sont rodés. Mais au début, effectivement, nous avons eu quelques couacs. Une ruée aussi vers le télétravail. Ah, ce télétravail où tout le monde y voit la solution de l'après-Covid. J'aurai l'occasion peut-être, avec nos amis du CDD, de revenir sur un webinaire pour vous dire quel est mon point de vue sur le télétravail, mais on peut dire déjà, on ne tombe pas dans le télétravail. Le télétravail est le résultat d'une stratégie. Et ce n'est pas parce que nous avons eu 2 ou 3 mois de confinement que tout le monde parle de généralisation du travail, quel que soit le secteur. Tout le monde veut se mettre au télétravail, même l'administration, vous vous rendez compte? Et puis, ce télétravail, je dirais, oui, il fallait le faire au nom de la protection sanitaire de nos salariés. Mais je vous rappelle simplement qu'une étude marocaine, faite par un cabinet marocain, a montré que seuls 22% des entreprises marocaines en sont satisfaites. Seuls 22%. Et ça date de 15 jours, l'étude. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, une prise de parole de nos politiques qui brillent par leur timidité. Alors que tout le monde devait être mobilisé et engagé, nos politiques se sont distingués par leur absence ou leur timidité dans la prise de parole. Alors, résumons ces 2 projecteurs qui sont allumés pour arriver à notre réflexion. Mes coups de cœur que je voudrais partager avec vous, d'abord, la vision prospective et anticipative de Sa Majesté face à ce Covid-19 et à cette instruction qui a été donnée de réfléchir à un nouveau modèle économique et social du Maroc. Mon second coup de cœur, c'est cette solidarité et contribution citoyenne, exemplaire, même s'il y a encore des petites choses ratées, mais ce n'est pas grave, mais elle est exemplaire des Marocains et Marocaines. L'action rapide aussi des autorités pour juguler cette pandémie, parfois en utilisant des moyens très visibles, mais il fallait le faire parce que c'était le seul moyen de stopper la propagation de cette pandémie. Mon coup de cœur aussi va pour cette innovation qui a battu son plein depuis 3 mois, mais qui est en train de s'amenuiser petit à petit et qui, en fait, a surtout montré et révélé des talents cachés au Maroc. Et puis, mon dernier coup de cœur va à la confiance qu'ont eu les Marocains et les Marocaines dans les autorités pour gérer cette pandémie et surtout cette crédibilité aussi bien nationale qu'internationale. Mais on ne peut pas avoir que des coups de cœur. J'ai aussi mes coups de gueule ou quelques interrogations. La première, pourquoi une certaine partie de notre population est incivique? Question intéressante. Deuxième question, pourquoi est-ce que la relance des entreprises tarde? Pourquoi est-ce que l'après-Covid n'est pas déjà entamé très rapidement ou n'est pas préparé suffisamment à l'avance pour que les entreprises marocaines redémarrent? Et enfin, l'éternelle question que tout le monde se pose secrètement, et si après tout ça, rien ne changeait? Chasser le naturel, il revient au galop. Alors, la scène maintenant, on l'a bien éclairée avec nos 2 projecteurs, les acteurs sont là, tout le monde a compris où est-ce qu'on veut aller. Alors, que peut-on tirer comme orientation future? Qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition pour relancer notre modèle de développement économique et social? Comment est-ce qu'on peut les intégrer, ces réflexions ou ces propositions, dans ce nouveau modèle? Alors, 7 fondamentaux ont permis et vont permettre d'alimenter cette réflexion. La premier fondamental,
c'est que à l'avenir, et l'histoire nous l'a montré, il va falloir être plus didactique envers les citoyens marocains et marocaines. Il va falloir être plus didactique aussi bien dans les nouvelles propositions qui sont faites et que tout le monde finit par accepter parce qu'elles sont expliquées et parce qu'elles sont justifiées, que pour les décisions. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'intelligence collective, c'est ça le sédiment d'un peuple et qui fait qu'il croit dans un modèle de développement. Cette intelligence collective, nous avons été capables de l'activer durant ces 3 mois et j'espère que nous allons continuer à l'activer en permanence. Le deuxième fondamental, à mes yeux, il faut faire jouer l'effet cliquet sur un certain nombre de mesures, c'est-à-dire pas de retour en arrière sur un certain nombre de décisions qui sont bonnes. Et on reviendra dessus, même si ça coûte. Je ne reprendrai pas l'expression de quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il faut que ça coûte un peu si l'on veut relever la barre de notre niveau de développement de notre pays. Troisième fondamental, aujourd'hui plus que jamais, de tout ce que je viens de dire avant, la santé et l'éducation sont les 2 secteurs stratégiques pour le nouveau modèle de développement. On ne peut pas construire avec des hommes ou des femmes qui n'ont pas les niveaux éducatifs qu'il faut, et on ne peut pas construire avec des gens qui n'ont pas accès aux soins. Si on règle ces 2 leviers, ces 2 secteurs stratégiques, et qui sont parfaitement intégrés dans notre modèle, je reste persuadé que les choses vont aller très vite. Elles vont aller très vite, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une, comment dirais-je, dans une chaîne. Ça va concerner toute la chaîne de la santé, qui va du fournisseur en passant par les acheteurs, par les transporteurs. Dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Quatrième fondamental auquel il faut veiller, il va falloir encourager tout ça par des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement peuvent être d'ordre fiscal, et je vous ferai des propositions. Elles peuvent être d'ordre financier, à travers les types de financement, les modes de financement, à travers la formation. Le système éducatif à lui seul forme, je dirais, les primaires, les premiers, mais il ne forme pas forcément ceux qui sont aujourd'hui systématiquement dans le salariat. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le nombre d'entreprises, quel est le pourcentage de masse salariale, si on exclut le fait qu'on se fait rembourser par l'OFPPT, quel est le pourcentage de masse salariale que consacrent les entreprises pour la formation? Parce que si nous voulons avancer, il va falloir que tout le monde y mette du sien. Le télétravail, oui, fondamental, mais il n'y a pas que le télétravail sur Terre. Il y a le temps de travail aménagé, il y a le temps partiel, il y a les quarts de temps, il y a les mi-temps, il y a différentes formes d'organisation. Pourquoi aller directement et on associe télétravail à digital? C'est une erreur. Le digital obéit à d'autres préoccupations. Le télétravail est un mode organisationnel de travail. Ils peuvent cohabiter ensemble, mais ils ne sont pas forcément liés. Sixième fondamental, qui devrait impacter notre modèle de développement, le digital, oui. Oui, mais le digital made in Morocco. On ne va pas aller chercher des modules d'intelligence artificielle que nous allons appliquer ici au Maroc, ça n'a pas de sens. Faisons déjà des choses simples. Quand on fera déjà des choses simples made in Morocco, qui règlent un certain nombre de problèmes, eh bien, nous aurons fait déjà un grand pas. Et rendons ce digital effectif dans nos administrations, dans nos entreprises, dans nos modes de vie. Je vous donne qu'un seul exemple. Regardez le développement du e-commerce au Maroc, son envolée. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin. On ne va pas faire du digital pour faire du digital et dire nous avons des digital factories. Et enfin, le dernier, cette réactivité dans le monde de l'entreprise marocain qui repose en partie et qui doit reposer sur l'ingéniosité et la créativité des dirigeants d'entreprises marocaines. Alors, ces sept fondamentaux, eh bien, je vais les dérouler sur 5 axes. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça, bon, quand on vient de la banque, on manipule beaucoup de chiffres, c'est pas grave. Sur 5 axes, quels sont ces axes?
D'abord, il faut relancer la demande. Je suis peut-être très keynésien dans l'âme, mais il va falloir relancer cette demande. Aujourd'hui, ben oui, nous sortons d'une période de confinement où la consommation, la demande était bloquée par les importations qui étaient stoppées, par un certain nombre de choses, par la peur de l'avenir, et personne ne consommait, on préférait plutôt épargner. Aujourd'hui, il va falloir relancer la demande. On va la relancer, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire qu'il faut qu'on relâche un peu peut-être la pression fiscale pour relancer tout le monde, pour que tout le monde dise, bon, ouf, on a un ballon d'oxygène. Il va falloir peut-être, suggestion, baisser le taux de TVA sur un certain nombre de produits. Bon, c'est vrai que ça fait des recettes en moins. Eh bien, s'il faut vivre chichement, ben, nous vivrons chichement. Mais nous vivrons dans un modèle qui a du sens pour nous tous et auquel tout le monde va adhérer. Le deuxième axe important, et non des moindres aussi, c'est qu'il va falloir que nous recouvrions notre souveraineté. Notre souveraineté sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Nous avons déjà commencé à renégocier un certain nombre d'accords de partenariat. C'est très bien. Il faut qu'on le fasse dans un ordre, je dirais, harmonieux et en n'oubliant pas l'intérêt du royaume. Sur le plan sanitaire, oui, quand je regarde le nombre de laboratoires implantés au Maroc, ben, mon Dieu, ben, faisons en sorte que ces laboratoires soient des laboratoires compétitifs. Je sais qu'un certain nombre exportent vers l'Afrique en particulier, etc. Mais mettons une politique, je dirais, du médicament encore plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui au Maroc. Il va falloir aussi peut-être, troisième axe, repenser quelque part l'investissement public. Alors, l'investissement public, oui, il faut le faire, il faut continuer à le faire, c'est ça qui assure le développement d'un pays, mais il va falloir peut-être donner la priorité à la modernisation. Pas systématiquement à la création, mais nous avons besoin de moderniser un certain nombre de secteurs. Et je pense à la santé, et je pense à l'éducation, et je pense à l'agriculture. Trois secteurs essentiels qui ont besoin d'être modernisés. Et c'est vrai qu'il y a des efforts extraordinaires quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec les drones dans l'agriculture au Maroc, quand on voit ce que l'on a fait à travers le téléenseignement. Voilà, ça c'est le pendant de l'entreprise, le téléenseignement ou l'enseignement à distance, qui finalement marche coup-ci, coup-ça aussi. Mais on a testé du jour au lendemain. Et la mayonnaise a plus ou moins pris. Tant mieux. Donc ça veut dire qu'il faut le travailler, cet aspect-là des choses aussi. Le quatrième axe, on a parlé du digital. Oui, il faut développer cette acculturation digitale. Il faut que l'on explique à tout le monde ce qu'est le digital. Le digital, ce ne sont pas les outils. Le digital, pour moi, c'est une culture avant tout. C'est un état d'esprit. Ça ne sert à rien que moi j'aille sur un site de l'administration pour remplir un extrait d'acte de naissance, que je l'imprime et qu'on me dise il faut passer le Moqata'a pour le tamponner. Donc on n'est pas dans le digital. On n'est pas dans le digital. Je plaisante, hein, c'est une boutade. Donc il va falloir que l'on travaille cette acculturation digitale qui, elle, est pour moi, dans le monde de l'entreprise, la nouvelle base des relations commerciales. La nouvelle base des relations commerciales. Ça veut dire qu'il va falloir penser smart digital plutôt que digital tout court. Faisons du digital intelligent, faisons ce digital made in Morocco dont je parlais, qui doit être au service et du citoyen, volet administration, et des entreprises pour leur permettre de dégager des gains de productivité à réinvestir dans les extensions de production ou dans l'emploi sur de nouveaux métiers. On ne va quand même pas attendre des années avant que l'on voit les premiers ingénieurs big data, j'allais dire les happy officers, etc. Ben, formons ces gens-là dès à présent. Commençons à les former. Ils seront opérationnels dans 3, 4, 5 ans. Ça sera pile poil. Et enfin, le dernier axe qui apporte quand même une touche de douceur et de qualité de vie, ce que j'appelle le Green Deal. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'aujourd'hui, nous commencions à repenser nos habitudes de consommation.
A-t-on besoin d'importer des produits extraordinaires? Je ne suis pas persuadé. Ou alors, si on les importe, il faut les taxer, hein, ce qui financera peut-être la baisse de TVA d'un autre côté. Le Green Deal, pour moi, c'est repenser nos habitudes de consommation, pardon, nos habitudes de production dans les entreprises. Et on voit un certain nombre de grands groupes marocains qui commencent à s'intéresser à ce rapport climat-économie qui soit plus harmonieux. Encourageons-le. Et je vous ferai une proposition à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, la scène est bien éclairée. On a posé les fondamentaux, on a posé les axes. Alors, quelles sont les propositions possibles? Toujours dans les chiffres, j'en suis à 10 catégories de propositions. Je vais pouvoir les expliquer. D'abord, et elles ne sont pas dans l'ordre forcément d'importance, la communication de crise. La communication de crise, le Covid nous a donné la possibilité de comprendre ce qu'étaient les fake news. Aujourd'hui, plus que jamais, ce sport national, il va falloir qu'il cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être plus didactique avec les gens, expliquer. Et plus nous expliquerons, et bien plus les gens adhéreront, et plus la rumeur disparaît. Je citerai simplement l'exemple que je donne souvent lors de mes interventions. On me dit, M. Jabeli, mais pourquoi est-ce que la rumeur existe dans l'entreprise? Tiens, un tel a été, on va le débarquer de son poste, un tel, on va lui faire ceci, un tel lui est arrivé telle chose, etc. Ma réponse est un peu triviale. Elle consiste à dire, c'est pas le chorol. Alors, on n'aurait pas ces rumeurs. Alors, les fake news existent, c'est parce qu'il n'y a pas la bonne information qui est diffusée. Les fake news, cette communication de crise, je trouve regrettable que nos opérateurs téléphoniques n'aient pas contribué activement à shooter, j'allais dire, cette revue de presse à tous leurs abonnés. C'est quelque chose qui ne coûtait rien. On aurait pu shooter un petit bulletin de toutes les informations concernant la pandémie au Maroc, d'un certain nombre de choses, sur tous les téléphones. On aurait touché 30 millions de Marocains. Parce que tout le monde n'achète pas un journal. Tout le monde ne va pas voir les informations, mais tout le monde a un téléphone. Je pense que dans les propositions, il va falloir, peut-être à la marge du modèle de développement, il faut qu'on apprenne, chaque fois qu'on a fait de bonnes choses, à pouvoir faire un bilan. Et je pense que cette opération, je vais qualifier de recovery, il faut que le 10 juin, on puisse établir un bilan objectif en disant on a été très bon là-dedans, on n'a pas été bon là-dedans, on a constaté tel dérapage dans telle autre chose. C'est pas de la reddition de comptes, mais c'est tout simplement, j'allais dire, un retour d'information qu'attendrait tout citoyen face à un travail colossal qui a été mené par les autorités. En un mot, sur cette communication de crise, je pense qu'il faut passer aujourd'hui d'une société de biens matériels à une société de liens. À une société de liens et de coopération et de solidarité. Et si nous réussissons cette transformation en passant d'une société purement mercantile vers une société de liens qui n'exclut pas l'aspect mercantile de nos activités, eh bien, je pense que nous allons gagner beaucoup en cohésion, en adhésion et en crédibilité et en croyance de ce que nous sommes en train de les uns et les autres de projeter pour notre pays. Deuxième nature de proposition, les revenus. Ma proposition consiste à imaginer un revenu universel, direct ou indirect. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de métiers dans l'informel, on a un certain nombre de métiers éphémères où les gens peuvent travailler 1 mois, 2 mois, et ne plus avoir de boulot après, pour maintes raisons que vous connaissez tous et que nous connaissons tous. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser la précarité rester durable. Elle n'est dans l'intérêt de personne. Et ce n'est pas bon pour notre pays. Alors, j'ai réfléchi à quelque chose, mais je n'ai pas toutes les solutions, hein.
je n'ai pas toutes les solutions, mais j'ai une proposition intéressante que j'ai essayé de bâtir et qui, à mon sens, a du sens. On peut très bien imaginer un revenu qui peut être versé, c'est ça ce que j'appelle le revenu universel, aux plus démunis. Quand je dis les plus démunis, ce n'est pas Ramel. Les plus démunis, il va falloir trouver d'autres critères. Il faut qu'on pense à d'autres critères pour dire qu'est-ce qu'on appelle un citoyen qui est dans la précarité totale. Ce sont ceux-là que nous allons aider. Et j'ai imaginé des propositions qui concernent aussi bien les célibataires que ceux qui sont mariés, etc., mais qui a une durée de vie, ce revenu universel, il n'est pas ad vitam aeternam. C'est 1 an. C'est donner un coup de pouce à ceux qui sont démunis pour pouvoir les remettre en selle. D'ailleurs, je vous signale, l'Espagne l'a instauré il y a 3 jours pour les gens démunis. Donc, proposition intéressante à faire. Mais vous allez me dire, oui, M. Jabri, c'est sympa votre truc, vous voulez être généreux, ok, mais comment on va financer ça? Je laisse le soin aux spécialistes d'y répondre, mais 2-3 idées. Ben, d'abord, je vais le dire de manière très triviale, faire payer les impôts à ceux qui ne payent pas d'impôts. Et là, je vous laisse imaginer ce qu'il y a à faire. Deuxième chose, on peut faire des gains pour financer ça en dégraissant les effectifs peut-être de l'administration. Ben oui, faisons des gains de productivité. Oui, pourquoi pas? Et qu'on va pouvoir faire grâce à la digitalisation, tant attendue, ou au télétravail peut-être. Et puis, il va falloir peut-être aussi repenser le champ d'intervention de cette fameuse caisse de compensation. Pourquoi est-ce que les industriels continuent à en bénéficier? Je trouve ça pas logique. Pas logique. Je préfère que les prix des articles soient un peu plus chers que de financer une activité de manière déguisée. Je sais que ça va pas plaire aux dirigeants d'entreprise, mais j'ai mon franc-parler et je dis ce que je pense. Je pense qu'il est temps de se poser cette question. Pourquoi est-ce que les entreprises bénéficient de la compensation sur le sucre pour finalement consommer toute cette fameuse boisson? Il va falloir aussi, toujours concernant cet aspect de revenu, une idée toute bête. J'ai été surpris, il y a quelques temps, de passer près d'un quartier, disons, populaire, à Casablanca, où j'ai vu un souk magnifique, bien organisé, propre, où les gens respectent tout et où on a une qualité de choix extraordinaire. C'est dans une commune à Casablanca. Pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas ce genre de choses? Pourquoi est-ce que nous ne sédentarisons pas ces marchands ambulants pour leur assurer un revenu régulier, pour leur permettre eux aussi à un moment donné d'accéder peut-être à la propriété, acheter leur petit logement ou investir dans une affaire pour qu'ils puissent développer leur business et gagner mieux leur vie? Une question aussi fondamentale sur cet aspect des revenus d'une manière générale, c'est la chaîne de vente. Notre économie se caractérise par la multiplicité des intermédiaires. Voici le grossiste, le semi-grossiste, le quart grossiste, ou le tiers grossiste, le quart grossiste, le 10e grossiste, etc., etc. Et puis finalement on arrive à la fin, qui paye? Le citoyen. Quelle est la valeur ajoutée pour notre économie ou pour nos entreprises? Pas grand-chose. Comment voulez-vous que l'on puisse développer la demande et la consommation si l'article, si nos produits à l'arrivée coûtent beaucoup plus cher, pénalise l'entreprise qui n'en tire pas les bénéfices, mais va financer un certain nombre d'intermédiaires qui n'apportent aucune valeur ajoutée? La solution, c'est quoi? C'est peut-être pour les détaillants de créer des centrales d'achat et des centrales de livraison régionales. Ce qui permettrait d'ailleurs d'employer du monde dans ces centrales et de mieux organiser nos circuits de distribution et de voir un produit à l'arrivée étant plus compétitif. S'il est plus compétitif sur le marché national, il le sera sur le marché international.
Troisième domaine, la santé. La santé, je pense que l'après-Covid nous a démontré, ou le Covid nous a démontré, qu'il faut absolument faire de l'hôpital le point d'entrée de la santé publique. Et pour le faire, il faut qu'on ait une carte hospitalière. Il faut qu'on arrête avec ces déserts médicaux, même si un ex-ministre avait eu cette idée géniale de parler de ces déserts médicaux. Et je regrette qu'on ne l'ait pas suivi. Moi, personnellement, oui, c'est le minimum. C'est le minimum que l'on puisse faire. On a des études qui sont financées. Aller passer 1 an ou 2 dans une ville pour soigner des gens ne me semble pas quelque chose de rédhibitoire. Oui, il va falloir que nous combattions ces déserts médicaux à travers une carte hospitalière pour laquelle il va falloir, j'allais dire, définir de nouveaux indicateurs. Avec le corps médical, avec les autorités, il faut qu'on puisse rehausser ce niveau de l'hôpital public qui, malheureusement, en termes de communication, n'a jamais bénéficié de cette notoriété. Et Dieu sait, et les uns et les autres, nous sommes, je pense, tous d'accord pour dire que nos meilleurs médecins sont dans l'hôpital public. Mais faute de moyens, eh bien oui, on n'arrive pas à faire face à tout. Une autre solution. Aujourd'hui, le développement des maladies graves, de longue durée, touche toute la population. Les diabétiques, et j'en passe et je ne vais pas les citer. Ben oui, on peut très bien imaginer un système de style carte vitale que l'on connaît en Europe, des cartes santé, avec une prise en charge préliminaire pour les maladies de longue durée. C'est-à-dire un peu comme font les assurances ou les mutuelles privées. Vous avez besoin d'une prise en charge et après vous êtes pris en charge le restant de votre vie parce que vous avez une maladie chronique. Et là, ça devrait s'adresser particulièrement aux foyers modestes et aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un système de protection pour des maladies de longue durée. Nous avons entamé, il y a maintenant 2-3 ans, une politique de baisse tarifaire des médicaments. Oui, il faut la continuer. Il faut la continuer. Il faut que l'on continue parce que le médicament restait trop cher encore pour un certain nombre de citoyens. La recherche médicale, oui. Avec quels moyens? Il faut qu'on puisse dégager un certain nombre, un budget pour cette recherche, même si elle est embryonnaire. Eh bien, encourageons-la. Encourageons-la. On est capable de faire de la recherche médicale, de la recherche tout court, que ce soit médicale ou pas. Hein. Il va falloir quelque part que nous relancions ces budgets recherche-développement qui sont la raison même du développement des entreprises ou des organisations. Une entreprise ou une organisation qui n'innove pas est une entreprise ou une organisation qui finira par s'éteindre avec le temps ou qui sera complètement, je dirais, en dehors de la tendance que l'on peut observer. Sur l'éducation. Sur l'éducation, j'ai des principes très simples, quelques réflexions très simples et propositions. Il va falloir commencer par réintroduire les cours de civisme, ce qu'on a appelé l'éducation civique à l'époque, dans nos écoles à partir de la primaire. Je suis tout le temps choqué quand je vois des personnes âgées debout dans un bus ou dans un tram et que je vois des moins vieux écouteurs collés aux oreilles occuper un siège. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. L'éducation, c'est aussi l'affaire des parents, mais c'est aussi l'affaire de l'école. Donc, réintroduisons ces règles d'éducation civique dès le plus jeune âge à l'école. Rendons également dans le système éducatif l'obligation de maîtriser les outils primaires du digital. Dès le plus jeune âge aussi. Vous savez, je ne sais plus qui disait, quand on ne maîtrise pas les outils informatiques, on est né handicapé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, maîtriser les outils bureautiques ou digitaux, ou rappelons-les comme on veut, ce n'est pas Facebook. Hein. Ça n'est pas Facebook. Or, tout le monde a l'impression d'être digitalisé, d'être branché parce qu'il a un compte Facebook. Je vous rassure, j'en ai pas. C'est pour ça que mes collègues de CDD diffusent sur Facebook. Donc, ça me semble important
que nous familiarisions dès le plus jeune âge et de manière organisée les jeunes de ce pays. Dotons également les lycéens de PC made in Morocco, de base. Comment voulez-vous que l'on s'informe, que l'on se forme si on n'a pas la connectivité? Avec une connectivité réduite. Mais faisons aussi en sorte que dans tous les établissements, il y ait obligation d'avoir une salle informatique. Au minimum, avec une connexion, avec un cours, pas d'informatique, mais je dirais de manipulation et d'habitude face à cet outil. Développons aussi dans l'enseignement les soft skills. C'est dans le projet du bachelor, oui, mais il va falloir former aussi nos enseignants. On a demandé à nos enseignants de faire du téléenseignement du jour au lendemain. Les plus astucieux s'en sont sortis. Je suis désolé, mais il y en a d'autres qui ont été, passer l'expression, largués. Mais c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais de former nos enseignants qui ne demandent qu'à apprendre aussi, hein, au même titre que leurs élèves. Montrons-leur qu'ils peuvent faire les choses autrement et gagnons du temps. Time is money. Gagnons du temps. Arrêtons de répéter les choses telles que nous les faisions jusqu'à présent. Nous pouvons aller plus vite. Vous savez, pour ceux qui ont, comment dirais-je, eu l'occasion de lire, c'est un vieux livre hein, d'un économiste, Rostov, qui disait que chaque pays passe par 5 étapes dans sa croissance. Le sous-développement, etc., et il grimpe. Et un jour, un journaliste lui a posé la question en lui disant « Est-ce que tous les pays doivent passer par ces 5 étapes ?» Sa réponse a été catégorique. Non. Certains pays, des pays, peuvent sauter des étapes. Alors sautons ces étapes aujourd'hui. Nous avons la possibilité de rattraper un retard et Dieu sait que nous autres Marocains, nous sommes friands de la nouveauté. Alors faisons-en une force, exploitons cet appétit intellectuel pour faire de nos enseignants, de nos étudiants, de cette jeunesse, des personnes qui sont capables d'innover et de créer. Toujours dans l'éducation, il va falloir peut-être quand même qu'on commence à planifier le recrutement des enseignants. On ne va pas revivre ce qu'on a vécu. La rentrée approche. Ah, je ne vous dis pas, hein, la rentrée dans les conditions spéciales qu'il va y avoir, comment est-ce que nous allons faire face à des situations de crise comme ça? Il va falloir maintenant aussi que nous formions nos enseignants à se préparer, à évoluer et peut-être imaginer un système d'évolution de nos enseignants. On ne peut pas rester enseignant toute sa vie et attendre tous les 10 ans pour changer de grade ou autre. Il va falloir qu'on encourage cette population parce que c'est elle qui forme nos jeunes. Et puis, dernière proposition sur l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on introduise une dose d'histoire contemporaine dans les cours. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans le monde. On ne peut pas s'arrêter à un niveau donné et ignorer l'actualité économique, sociale, politique, géostratégique. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de grands bouleversements qui durent depuis à peu près une 50aine d'années et qui ont besoin d'être enseignés pour apporter cette compréhension d'un certain nombre de choses. 5e domaine, l'immobilier. Ah, l'immobilier. Première proposition, les logements sociaux de 40 mètres carrés, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la moitié sont dehors. Je pense qu'il va falloir redessiner ou redéfinir ce qu'est un logement social. Des exemples très simples, enfin quelques idées. On peut quand même agrandir un peu plus. Il faut que ça soit entre 60 et 70 mètres carrés, ça me semble le minimum. Si ce n'est le mieux, l'idéal, c'est 80 mètres carrés. Il faut qu'on arrête de construire des tours ou des blocs. Faisons des choses un peu plus harmonieuses si on veut que les gens vivent bien et retrouvent, je dirais, leur qualité de vie. Faire en sorte que ces gens-là soient dans des conditions, quand même, que ceux qui accèdent à ce type de logement soient dans des conditions plus agréables. Et puis, proposition forte, ne pas autoriser la commercialisation des logements économiques
tant que toute la logistique n'est pas opérationnelle. Parce que les chantiers qui ont commencé et qui n'ont jamais terminé, c'est aussi une de nos caractéristiques. Vous voulez construire un ensemble dans lequel vous allez mettre 3 000 à 4 000 personnes, et il n'y a pas encore ni de supermarché, ni d'épicier, ni de pharmacie, ni etc. Non, mais c'est une condition sine qua non. D'ailleurs, dans d'autres pays, la condition, c'est que toutes les servitudes et toute la logistique soient déjà opérationnelles avant de délivrer le permis d'habiter. Et d'ailleurs, ça peut s'étendre non pas seulement au logement social, à tous les logements d'une manière générale. Deuxième proposition, nous sommes l'acquisition d'un logement dans les grandes villes est aussi cher qu'à Paris qu'à New York. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Comme ça m'interpelle que nous ne construisons que des logements haut de gamme, au standing. Bah, le haut standing, je suis désolé, c'est pas dans le marbre que l'on met à l'entrée, c'est le haut standing est plutôt dans la qualité des matériaux, dans l'isolation, dans un certain nombre de choses. Ben, il va falloir qu'on arrête cette frénésie de prix. D'ailleurs, regardez, le Covid, il a mis sur les genoux le secteur immobilier. Et maintenant, comment ils vont se relever? Ben, il n'y a qu'une seule solution, à mon sens. C'est la baisse de prix. Relancer la demande par une baisse de prix. Sans quoi, les logements ne vont pas se vendre. Parce que quand on sort d'une crise, et c'est psychologique, et c'est valable pour chacun d'entre nous, quand on sort d'une crise qui a secoué le monde entier, eh ben, on fait attention où on va mettre ses sous. Et quand on fait attention où on va mettre ses sous, eh ben, on ne va pas aller les mettre dans des logements qui coûtent les yeux de la tête. Donc, je pense que le secteur immobilier va avoir quelques soucis. Et ce n'est pas une aide de l'État qui va le sortir de là. Je pense que c'est la loi de l'offre et de la demande. Soit on est marketeur et on veut vendre ses logements, et auquel cas, on n'a qu'une seule variable pour le moment, on baisse le prix pour attirer la clientèle. Autre mesure forte, proposition toujours, hein, je ne détiens pas la vérité, je le rappelle quand même, je pense qu'il faut interdire la promotion immobilière aux non-professionnels. C'est-à-dire, c'est très simple de vérifier qu'est-ce qu'on appelle un non-professionnel dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui n'a aucune réalisation de fait et qui ne peut pas le justifier. Et c'est à l'honneur, je dirais, des promoteurs immobiliers, des professionnels, c'est à eux qu'il faut rendre hommage. Ben, ce sont des pros. Qu'ils le fassent très bien ou moins bien, qu'ils vendent cher ou pas cher, qu'importe peu. Mais c'est des gens, comme on passe à l'expression, vous l'avez dit, or, aujourd'hui, on constate que nous avons une nouvelle vague de promoteurs jusqu'au jour où on aura une catastrophe phénoménale qui fera qu'on se penchera sur la question. Sixième nature ou domaine, les assurances et les banques. Et là, je ne vais parler essentiellement des démunis, de ceux qui ont besoin. Moi, je pense qu'il est temps de réfléchir à la création d'une assurance perte d'emploi temporaire. Je m'explique. Nous allons rentrer dans une phase où beaucoup de choses vont changer, où certaines entreprises vont être obligées, peut-être, à contre-cœur, de se séparer d'un certain nombre de personnes. Parce que rentabilité, efficacité, productivité. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place, et ça peut venir que du privé, mais à des conditions très particulières, une assurance perte d'emploi temporaire qui va permettre, moyennant une petite cotisation durant l'activité de quelqu'un, disons 100 dirhams par mois, de pouvoir lui assurer une somme, à peu près, disons, 6 000 dirhams, pour ça que je parle des démunis, en un one-shot qui lui permet de tenir le coup jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Ça, vous allez me dire, ouais, mais 6 000 dirhams, il ne peut pas vivre avec. Oui, il ne peut pas vivre avec, mais ça lui permet de faire la jonction et de l'obliger à aller retrouver un autre travail. Et je pense que ça, c'est une sécurité intéressante. Cette assurance perte d'emploi existe dans d'autres pays. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses très compliquées, mais commençons. Chaque chose a un début. Et moi, je crois beaucoup dans le test and learn. Je crois beaucoup dans le fait que nous soyons de plus en plus agiles. L'agilité, à mes yeux, c'est quoi? C'est tester. Ça marche, ok, ça ne marche pas, j'abandonne et je passe à autre chose.
je pense qu'il est temps aussi de rendre le cash une solution, un aspect qu'il va falloir combattre énergiquement. Nous avons une économie informelle qui est trop importante. Commençons par bancariser tout le monde. Et bancariser, c'est pas dire oui, on attend de Marocains qui ont un compte bancaire. Non, c'est très bien si on met dedans les comptes sur carnet. Bien sûr que tout le monde a. Je parle de comptes bancaires avec quoi on peut payer, avec quoi on peut consommer. Un certain nombre de banques se sont lancées dans de la digitalisation bancaire monétique et ils sont en train de gagner un marché extraordinaire. C'est l'occasion de généraliser. Dotons tous les Marocains qui n'ont pas de compte bancaire d'une carte bancaire gratuite. Gratuite. Nous allons éduquer nos citoyens à mieux gérer leur budget, à apprendre ce qu'est une épargne quand ils peuvent épargner, à éliminer le cash qui vient, lui, soit encourager la liquidité déposée, la thésaurisation, soit qui va alimenter des opérations dont je me tiendrai bien de parler. Ça permet aussi, c'est la bancarisation, on l'a vu avec le Covid, ça a permis de verser des aides très rapidement. Et on aurait pu aller encore plus vite. On aurait pu encore aller plus vite. Ça, c'est mon avis, pour payer ces indemnités. Et puis, ces banques, les banques essentiellement, eh ben, il va falloir que leur direction de marketing se décarcasse un peu pour trouver des nouveaux produits de financement pour les jeunes créateurs innovants. Crédit classique, c'est connu. Non, trouvons autre chose. Trouvons autre chose. Et là, nous autres Marocains et Marocaines, nous sommes suffisamment ingénieux pour trouver un nouveau produit bancaire. Pour financer ces jeunes qui nous ont montré leur talent durant ces 3 derniers mois et qui cherchent à développer leurs activités. Eh bien, peut-être que si les banques misaient aussi sur ces jeunes talents, eh bien, peut-être que nous arriverions à créer une nouvelle, on passerait l'expression, une nouvelle race d'entrepreneurs. Parce que nous avons besoin d'entrepreneurs new look, connected, qui sont capables de faire des choses autres que celles que leurs aînés ou les seniors ont faites jusqu'à présent et qui continuent de faire. Les transports. Les transports, je suis étonné qu'on ne fasse pas du 50% pour les étudiants. Je suis étonné. Surtout quand on voit un peu nos facultés et nos écoles, elles sont toutes excentrées. Donc, ils sont obligés de prendre un transport. Ben, si on faisait déjà 50% pour eux, ça les soulagerait déjà et ça soulagerait plutôt les budgets des parents. Faisons aussi du 50% pour les retraités. Ça fait combien, tout ça? Ça va pas mettre en difficulté les entreprises de transport, quelles qu'elles soient. Ferroviaires, aériennes, terrestres, souterraines, comme vous voulez. Et puis même, j'allais plus loin, mais ça ne va pas vous plaire, messieurs les dirigeants d'entreprise. Ben, normalement, vous devriez prendre en charge une partie des frais de transport, de cette carte de transport. Pas pour tout le monde, mais à partir des salaires qui sont bas, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. On peut faire des choses intéressantes et qui peut être défiscalisées. Oubliez la prime de transport qu'on retrouve classique dans les bulletins. Non, moi je parle d'une carte de transport où la personne achète une carte de transport d'un tramway ou de bus et qui vient vous présenter le reçu comme quoi il a payé et en fin de mois, ben, vous payez le 30% ou 40% ou 50%, ça c'est en fonction de l'entreprise. C'est une façon aussi de montrer à nos salariés que nous les assistons et que nous devenons aussi acteurs de ce modèle de développement. La ville. 8e série, domaine de proposition. La ville. Comme tous les Casablancais, j'ai été très agréablement surpris par la propreté de la ville de Casablanca durant ces 3 derniers mois. Je ne veux pas en conclure, c'est parce que nous sommes trop nombreux à sortir, qu'on salit la ville, mais je pense que le risque était là et que, pour une fois, ceux qui étaient en charge de la propreté de la ville ont fait véritablement leur travail. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et ça, je pense que c'est aussi synonyme
de cet indice de développement humain, de cette qualité de vie. Une ville comme Casablanca mérite mieux que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Ça devrait être une ville modèle. Ça doit être, j'allais dire, le phare économique du Maroc. Cette ville, il va falloir qu'on apprenne aussi à gérer peut-être ces panneaux urbains que l'on voit partout, c'est mélangé entre la farine, les couches de bébé, les huiles, les ceci, les cela. Ben, moi, je propose tout simplement. Il va falloir que chaque annonceur réserve des périodes de panneaux mises à la disposition de l'État pour des causes nationales. Et je peux vous dire que cette idée, que j'ai égrenée quelque part sur un réseau, a été reprise dans certaines villes marocaines et dans certaines villes à l'étranger. C'est dommage, nous disposons d'un support extraordinaire et on ne l'utilise pas pour des causes importantes. Comme nous disposons de je ne sais combien de milliers, j'ai plus les chiffres en tête, de GAB, nous avons les supports digitaux ou appelons-les digitaux au sens large du terme pour amener à créer cette cohésion, ce patriotisme dont nous avons tant besoin. Relançons également dans la ville ces salles de cinéma. Le cinéma, j'ai quelques amis qui sont dans le secteur, ils essayent, mais on a du mal. On a du mal. Bon, on me dirait, oui, il y a le streaming aujourd'hui, etc. Oui, mais redécouvrons le plaisir du cinéma. Il y a toujours des amoureux du cinéma. Il suffit d'aller voir quelques grandes salles, je parle de Casablanca, et vous verrez qu'il y a toujours la queue. Donc ça veut dire que là aussi, on a matière à faire des choses. Redécouvrons le cinéma de quartier, que moi j'ai connu dans mon enfance il y a quelques années, et qui était extraordinaire. On a la possibilité de venir enrichir la vie culturelle des citoyens marocains dans leur quartier, etc. L'emploi. Gros dossier. Moi, j'ai qu'une seule proposition. Il va falloir recommencer l'opération CNJA. Pour ceux qui connaissent le CNJA, qui a été en 98, oui, c'est ça, en 98, il y avait eu une grosse opération CNJA où on avait imposé le recrutement d'un certain nombre de jeunes dans les entreprises privées et dans l'administration. Je dis simplement cette opération CNJA, oui, puisqu'elle est défiscalisée, les salaires ne subissent aucune pression fiscale ni rien du tout. Recrutons un certain nombre de jeunes. Attention, combien de dirigeants ont dressé la pyramide des âges de leur entreprise? Je ne suis pas sûr que tout le monde se soit posé la question. Bon, on sait que le Hajj, il va partir dans 50, plein, il va. Mais ayant une visibilité globale de nos pyramides des âges, comment voulez-vous assurer la pérennité de l'outil de production si on ne renouvelle pas et si on ne prépare pas l'avenir? Je pense que cette opération CNJA qui avait été faite et qui avait été un petit succès, il est temps peut-être de la repenser ou de la remettre sur le terrain, sur le tas, pour se poser la question. Aujourd'hui, vous savez, moi j'enseigne à côté, je donne quelques cours dans des écoles marocaines. J'ai cette question qui m'est posée en me disant, M. Jabri, comment on va faire nous qui devons être diplômés cette année? Comment ça va se passer pour nous sur le marché de l'emploi? Ah ouais, déjà une première problématique, tous les diplômés de cette année, comment ils vont trouver du boulot? 3 mois pendant lesquels ils n'ont pas étudié, ils ont fait du téléenseignement, coup-ci, coup-ça, ils vont passer des examens sous forme de QCM et ils vont sortir sur le marché de l'emploi. Ben, le dirigeant, il va dire, attendez, oh, vous êtes sympa les gars, mais moi, je ne suis pas sûr que vous ayez le niveau. Alors comment on va traiter toute cette promotion? L'industrie et le tourisme. Alors, sur l'industrie et le tourisme, quelques propositions qui me semblent intéressantes à creuser. La création de centres professionnels dans l'aéronautique, dans la santé. Ah, les écoles d'infirmières, on ne les voit plus. C'est dommage. Dans l'immobilier, ben oui, formons des promoteurs immobiliers, pas des architectes ou des ingénieurs béton, je ne parle pas de cela, il en faut bien sûr, mais formons des promoteurs immobiliers. Dans l'électronique,
Et la liste est longue. On peut créer des centres professionnels avec le concours de l'OFPPT ou d'une autre structure en accord avec le monde de l'entreprise. Ben je veux acheter quelque chose qui me plaît. Eh ben, je vais contribuer dans sa conception pour qu'à la sortie, l'input me plaise et que je puisse le consommer. Je pense que là aussi, quelque part, l'entreprise ne contribue pas assez, à mon sens, dans la formation des futurs diplômés. Je regarde, moi, tout de suite, là, c'est la période des stages, c'est une catastrophe. Et je le comprends, j'essaie d'expliquer à mes étudiants en leur disant, écoutez, l'entreprise, elle est dans une crise, elle essaye de s'en sortir. Elle ne peut pas prendre de stagiaires pour le moment. Alors, comment on fait pour ces stagiaires? Je pense qu'aussi dans l'industrie, il faut qu'on pense plutôt à augmenter nos capacités industrielles actuelles plutôt que de développer de nouvelles activités industrielles. Déjà, que l'on ait des activités industrielles nouvelles parce qu'elles sont porteuses de valeur ajoutée, d'investissement, de notoriété, tout ce que l'on veut, d'efficacité et d'argent, oui, pas de souci. Mais on ne doit pas tout orienter vers la nouveauté. Ça voudrait dire que nous allons laisser mourir un tissu industriel qui, jusqu'à présent, a porté ce pays. Bien au contraire, je pense qu'il faut moderniser et encourager et augmenter les capacités industrielles sur un certain nombre de types d'industries qui sont jugées stratégiques. Comment? Ben, par simplement des financements d'extension de capacité, mais à taux bonifié. Une activité qui tourne, qui a besoin d'étendre sa capacité de production, oui, alors il va falloir qu'on fasse un peu de dichotomie dans les modes de financement. Les financements d'extension, les financements de nouvelles activités, etc. Et il faut qu'on ait comment dirais, un barème qui soit des plus harmonieux et des plus encourageants. Troisième suggestion, moi je suis pour la création de pools de PME. De pools de PME, c'est-à-dire qui vont mutualiser leurs achats et leur distribution, tout en gardant une certaine forme d'autonomie dans la commercialisation, dans l'innovation de leurs produits. Ben, si on met en commun, si on mutualise un certain nombre de coûts, ben, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Peut-être des pools de PME par secteur, par type d'activité. Mais en tout cas, je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse et qu'après on décide ou on ne décide pas. Il ne m'appartient pas de décider ou de dire c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ça me semble pertinent de se poser cette question sur les pôles de PME. Nos exportateurs, il faut qu'on revoie la manière dont on les accompagne à l'étranger. Il y a 2 mois de ça, j'entendais un monsieur, dont je n'ai pas retenu le nom, mais un monsieur d'un certain âge, qui est dans l'artisanat, qui a été approché par des entreprises japonaises pour acheter des produits d'artisanat marocain, qui a tapé à toutes les portes pour se faire accompagner, qui n'a trouvé aucune réponse. Dommage, dommage. Il faut que nous puissions aujourd'hui repenser comment est-ce que nous pouvons accompagner nos exportateurs, petits et grands. Les grands, ils se chargent d'eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais les PME, PMI, qui ont envie d'exporter, attendez, le marché africain, il est à côté, c'est la porte à côté. L'Europe aussi, c'est la porte à côté. Quelque part, il va falloir aussi que nous apprenions à oser. À oser. Et bien peut-être que toutes les démarches sur les exportations devraient bénéficier d'abattements spéciaux lorsque on veut encourager l'entreprise pour qu'elle exporte. Diversifions aussi nos sources d'approvisionnement. Il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Espagne. Regardez ce qu'a fait notre non-diversification sur les produits concernant cette crise. 2 pays qui fabriquaient les masques, la Chine et l'Inde. Les produits médicaux, la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, on est en bon terme avec tous les pays. Mais plus nous allons diversifier nos sources d'approvisionnement, eh ben, plus le coût de nos importations va être optimisé. Quand nous mettons en concurrence plusieurs fournisseurs, vous savez bien, aussi bien que moi, eh ben, on arrive à obtenir des baisses de prix intéressantes. Donc, un allègement en devises pour le pays.
On a parlé tout à l'heure du Green Deal. Ce Green Deal, oui, ben oui, on va l'encourager, on peut l'encourager. Pour la PME, PMI, qui va produire proprement, qui va respecter un certain nombre de choses à travers des primes fiscales. Une prime fiscale, un abattement qui va permettre de dire, ben oui, vous produisez proprement, vous respectez un certain nombre de normes, y compris sanitaires, plus que jamais aujourd'hui, d'accord? Et donc, ben, vous bénéficiez d'un abattement de X% sur ce que vous avez à payer. Je suis également pour une création de centres de compétences de l'innovation. Au même titre que nous avons les CRI, eh ben, moi je créerais bien volontiers, non pas pour la forme, mais parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on centralise ces compétences et cette innovation. C'est ce qui a été fait sur un certain nombre d'expériences dans la région de Kouribga ou de Benguélé. C'est très bien. Eh bien, généralisons. Chaque région devrait avoir son centre de régional de compétences et d'innovation. Concentrons, mettons en commun, collégialisons ceux qui ont du talent. Il en sortira forcément quelque chose. Au service de l'entreprise et parrainé par les entreprises et suivi par les entreprises. On peut faire de l'innovation en faisant appel à des talents externes, marocains, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Une idée un peu faux-folle, mais qui, je pense, a du sens. Il y a quelques années, nous avons tous étudié dans l'histoire ce qu'on appelait la Tennessee Valley Authority, la TVA, la politique des grands travaux aux États-Unis après la dépression, une sorte de plan Marshall. Ben, peut-être que l'idée d'une politique de grands travaux au Maroc permettrait de relancer toutes les entreprises, la consommation, la demande, l'offre, et donner un coup de boost à cette économie et à nos circuits commerciaux, hein, qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler un Moroccan Major Works, une politique de grands travaux marocaine. Il nous faut quelque chose de grandiose. Il nous faut un projet, un modèle de développement à des idées. On a plein de choses qu'on a envie de faire, mais il nous faut un projet dans lequel tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Et il me semble qu'une politique des grands travaux peut devenir un élément mobilisateur. Construisons ce projet de politique de grands travaux. C'est construisons le Maroc de demain, tout simplement. Que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit étudiant, que l'on soit simple citoyen, que l'on soit salarié, qu'on soit au chômage, etc., nous devons construire les uns et les autres. C'est une obligation pour les générations futures, pour nos enfants. Nous devons construire le Maroc de demain. Dernier mot sur le tourisme. Le tourisme, nous attendons tous l'ouverture des frontières dans tous les pays du monde. Tout le monde attend. Certains ont osé déjà. Mais bon, ça va traîner un petit peu. Et donc, comme tous les pays, nous avons adopté une position qui consiste à dire développons le tourisme intérieur. Alors, on est en train de réfléchir à des choses. Mais on a quelque chose qui existe, qui s'appelle Kounouz Biladi. L'offre Biladi, qui existe depuis longtemps. Mais si on ne la réactive pas aujourd'hui, si on ne lui fait pas un petit toilettage, si on ne l'organise pas, comment dirais-je, les hôteliers réclament encore ce matin que l'on puisse ouvrir les hôtels qui reprennent leur activité. Mais c'est l'occasion ou jamais. Mais alors, là aussi, si on veut relancer, accompagnons ça. Non seulement l'offre existe et elle est intéressante puisqu'elle concerne le domaine médical, rural, balnéaire, il y a tout dans cette offre qu'avait fait le ministère du Tourisme à l'époque. Il suffit simplement que nous y rajoutions la variable prix. Et j'écoutais les informations juste avant de nous connecter et il y avait une interview avec un restaurateur français qui disait, le journaliste lui disait, oui mais enfin, votre restaurant est plein mais vous n'avez que la moitié des clients. Je dis, écoutez madame, il vaut mieux avoir la moitié des clients que rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons relancer le secteur du tourisme, eh bien oui, il y a deux choses qui me semblent essentielles. D'abord, il faut qu'on revoie nos politiques tarifaires, parce que le Marocain ne peut pas se permettre d'aller à l'hôtel. Le Marocain moyen ne peut pas se permettre d'aller à l'hôtel. Et deuxièmement, parce que nous avons un problème d'animation dans notre tourisme. Vous êtes dans un super hôtel, vous êtes dans une super structure. Qu'est-ce qu'il y a à côté?
Ben, pas grand-chose. Et je pense que là aussi, il y a une réflexion à mener sur cet aspect de, comment dirais-je, du tourisme, sachant que, je lisais récemment, le Japon prend en charge la moitié des frais de séjour des touristes étrangers qui viendront au Japon cet été. Bon, on ne va pas aller jusqu'à payer la moitié des vacances aux gens, mais enfin bon, on a quand même des possibilités intéressantes si l'on veut, si demain les frontières sont ouvertes, il faut qu'on arrive à aspirer au maximum, un maximum de touristes si on veut sauver ce secteur, du moins pour cette année. Alors, en conclusion, si vous permettez, en conclusion, je dirais quelques points qui me semblent importants de souligner. D'abord, le Covid-19 a été un révélateur de la prise de conscience mondiale qu'on ne peut plus continuer à faire du boxing de continent. Il n'y a pas le vieux continent, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, les pays du Nord. Aujourd'hui, nous avons tous été mangés à la même sauce. Donc aujourd'hui, nous avons tous pris conscience que l'ordre économique tel qu'il est va se trouver bouleversé. C'est l'occasion ou jamais. Il y a une faille, il faut qu'on s'y engouffre. Nous autres, Marocains, il faut qu'on trouve notre place, qu'on améliore notre positionnement dans ce nouveau concert des pays. Deuxième chose, c'est que pour moi, le Covid-19, c'est une opportunité. Une opportunité, on aurait voulu chercher cette opportunité, on ne l'aurait pas eue. Elle est venue toute seule. C'est une opportunité parce que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur de la transformation d'abord sociale, sanitaire, sociale, et puis économique. Pourquoi je dis et puis économique? Parce que c'est le dernier maillon de la chaîne et qu'il va falloir que nos comportements, notre façon de voir, nos stratégies d'entreprise, il va falloir qu'on les repasse en revue très rapidement. Tout de suite, à partir de maintenant. Parce que tous les plans qu'on s'était faits à 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc., tout tombe à l'eau, les cartes sont redistribuées. Donc il va falloir faire une revue de nos stratégies dans les entreprises, de dire qu'est-ce qui va être porteur dès 2021. Et je m'y prépare dès à présent. Et je dois changer. Donc ce Covid, à mes yeux, est une opportunité parce que c'est un accélérateur de transformation sociale, économique, de la transformation institutionnelle qui va venir aussi inévitablement. Ce Covid-19 va venir alimenter inévitablement le futur modèle de développement du Maroc, lequel rapport doit être soumis à Sa Majesté courant ce mois-ci. D'ailleurs, Sa Majesté, je cite, disait « Le CSE devra soumettre à notre haute appréciation le projet du nouveau modèle de développement en spécifiant les objectifs fixés, les leviers de changement proposés et les mécanismes de mise en œuvre retenus. » 3 choses. Objectifs, levier de changement et mise en œuvre. Donc c'est de l'opérationnel. Je pense que nous avons une opportunité extraordinaire, nous autres Marocains d'une manière générale, de saisir cette opportunité pour envisager et entamer ce nouveau modèle de développement. Troisième élément, le Covid-19 ne saurait pas être, comme l'ont fait certains pays, un prétexte pour faire du souverainisme. Vivre en autarcie ou considérer qu'on s'auto-suffit. Non, on ne s'auto-pas-suffit. Du tout, du tout. Mais c'est plutôt c'est une opportunité de montrer notre patriotisme et d'influer sur un certain nombre de règles, aussi bien à l'international qu'au niveau local, pour les amender, pour que nous soyons plus productifs, y compris dans le monde de l'entreprise, pour les salariés. Donc c'est tout un melting pot qui est en train de bouger. Il va falloir trouver le bon côté de la pelote de laine pour tirer dans le bon sens. Le Covid-19 a eu une particularité extraordinaire dans notre pays, c'est celui d'avoir impacté l'intelligence collective des citoyens marocains. Pour une fois, tous les Marocains étaient d'accord. C'est important à souligner, parce que
ça nous a permis de montrer que nous sommes capables de changer. Regardez autour de vous, dans vos relations, nous avons tous changé. C'est l'importance du lien social. Mais nous avons tous changé parce que nous nous sommes remis en cause. Et on ne peut pas imaginer des développements futurs si on ne remet pas en cause et si on ne se prépare pas à conduire le changement. Et la conduite du changement, vous êtes l'école de la conduite du changement, vous dirigeants d'entreprise. C'est vous qui allez conduire le changement. Si vous voulez que ça change, ben, il faut que ça change par ceux qui produisent, ceux qui emploient, ceux qui investissent. Ce Covid, je l'ai dit, a été révélateur aussi de talent, de transformation, d'idées en actes. Et il nous a montré deux limites, la santé et l'éducation. En fait, notre nouveau modèle devra, je dirais, établir un contrat du Maroc de demain qui va trouver ses lettres de noblesse aux yeux des Marocains et des Marocaines si nous le réussissons tous ensemble. Et pour ça, il va falloir que nous introduisions les uns et les autres une grande dose de compétitivité. Pas forcément compétitivité économique, la compétitivité au sens large du terme. Il faut que nous devenions compétitifs les uns et les autres. Quand on regarde le nombre d'innovations en un temps record, je crois que, sous forme de boutade, je vais dire, je crois que l'homme pique, elle n'a pas enregistré autant de brevets d'inventions en un temps si court. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Il faut que nous gagnions et que nous disposions d'une plus grande dose de compétitivité, que l'on ait des mesures d'accompagnement qui soient encore plus originales qu'elles ne le sont aujourd'hui, une plus grande équité sociale, peut-être, et puis, en réalité, une contribution de tous les Marocains et les Marocaines pour faire de notre pays un pays où il fait bon de vivre, un pays où il fait bon d'investir, un pays où il fait bon de travailler. Avec ces trois éléments, si nous y allons tous, on peut dire la chose suivante, et je vais paraphraser un artiste américain, pour ceux qui le connaissent, Andy Warhol, qui disait la chose suivante: on dit toujours que le temps change les choses, mais en réalité, le temps ne fait que passer, et nous devons changer les choses nous-mêmes. Alors si on veut que cela bouge, commençons nous par bouger. Et je terminerai en disant, on a développé quelque chose durant ces 3 mois, une émotion collective qui a ébranlé un peu tous les Marocains et les Marocaines. Alors faisons de cette émotion collective un moment d'intelligence collective. Transformons-la au service de notre pays, des Marocains, des Marocaines, des seniors, des jeunes, des moins jeunes, tout ce que vous voulez, des entrepreneurs, de l'image et de la notoriété, de cette richesse qui n'apparaît pas dans le bilan des entreprises, les ressources humaines. Et je terminerai en disant, nous devons rester fiers du travail qui a été accompli, nous devons être encore plus fiers du travail que nous allons accomplir, parce que nous allons les uns et les autres et tous les Marocains devenir peut-être les bâtisseurs du Maroc de demain. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop ennuyeux. En tout cas, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme, parce que j'y crois, parce que je crois dans notre capacité, les uns et les autres, à pouvoir faire des choses extraordinaires. Merci. Merci beaucoup, c'est Kamel Jberi. Ça reflétait effectivement votre passion pour le sujet et pour le pays. Alors, il nous reste exactement 5 minutes pour les questions. Mais comme je l'ai dit, si vous permettez, comme je l'ai dit, je vous ai dit que j'étais bavard, hein, je l'ai dit au début, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions qui auront été posées, qu'on n'aura pas pu passer. Si vous arrivez à les concentrer chez vous, vous me les envoyez, je répondrai et vous renverrez les réponses aux uns et aux autres.
Très bien, c'est Est-ce qu'il noté. s'est vu? En tous les cas, ça Voilà. sortait tellement du cœur que j'ai pas osé intervenir pour interrompre euh, votre intervention. C'était vraiment une analyse remarquable de la situation actuelle et je dois dire une bonne lecture critique et positive. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de positivisme aujourd'hui et de lecture, comment dirais-je, euh, qui vont dans le bon sens, plutôt que des critiques qui continuent de tirer vers le bas et de souligner uniquement les points négatifs sans pour autant avoir une force de proposition derrière. Merci beaucoup, si je vais aller. Alors, j'ai une petite question de M. Drestref Bien qui sûr. dit je pense que c'est les produits, ce n'est pas les produits et la communication qui manquent chez les banques, mais c'est surtout des offres adéquates et très raisonnables pour encourager l'informel à faire confiance à celle-ci. Euh, oui, oui. C'est vrai que c'est une question d'offre. Nous devons être originaux. Nous devons être originaux. Hein, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. Moi, j'ai dirigé le marketing dans une grande banque de la place. Je peux vous dire qu'on a fait des innovations extraordinaires à l'époque. Personne n'y croyait. Et pourtant, on a explosé les compteurs. Il suffit d'être à l'écoute du marché. D'être à l'écoute du marché, il n'y a pas que simplement, j'allais dire, l'aspect rentabilité qui prime. Faut pas être, comment dirais-je, à horizon court. Les clients de demain des banques, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ce sont eux les clients de demain. Si aujourd'hui on ne les prend pas en charge, si aujourd'hui je ne m'occupe pas de ces jeunes entrepreneurs, si aujourd'hui je n'encourage pas l'entreprise qui forme ces jeunes diplômés, qui les prépare, eh ben, je vais finalement effilocher mon tissu industriel et on va se retrouver dans une situation difficile. C'est vrai que je pense que le monde de l'entreprise doit se rapprocher des banques. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue entre le monde de l'entreprise et les banques. On ne peut pas continuer à coexister l'un à côté de l'autre avec de temps en temps des passerelles. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise comment on peut relancer. En tout cas, on a fait une discussion entre le monde de l'entreprise et les banques et on a réglé en partie les problèmes de report de crédit. Mais je pense qu'il y a une discussion à avoir tout de suite. Comment vous, banques, vous pouvez aider mon entreprise ou les entreprises à redémarrer? Trouvez-moi une solution, on en discute. Et je pense qu'on finira par en trouver. Parce que dans les banques, eux aussi, ça les intéresse. Mais je pense qu'il va falloir se mettre autour d'une table, à mon avis. C'est ma proposition. Effectivement, ça pourrait les intéresser, mais le problème, c'est qu'ils restent figés à des règles. Je crois que le sujet de discussion ne peut pas aller au-delà de ce qui est déjà décrit sur leur fiche technique. Oui, On oui, encourage très mais rarement l'innovation, on encourage très rarement des projets d'innovation qui ne rentrent pas justement dans un historique de l'organisation bancaire. je comprends parfaitement j'entends parfaitement votre explication, elle est pertinente. Cela étant, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Exactement, effectivement. Il y a un début à tout. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute avec les banques. Il faut qu'on discute. Les banques n'ont pas une seule religion. Justement, ça serait le rôle de qui de porter ce genre de discussion. Moi, je pense d'abord qu'il devrait y avoir d'abord un travail de réflexion, de brainstorming de leur part. Et qu'il y ait cette acceptation d'abord pour s'ouvrir, justement. Est-ce qu'elle existe ou pas? Alors, je vais vous dire. Il y a 2 ou 3 banques sur la place qui sont ouvertes et qui sont en train d'innover. D'accord? Peut-être que c'est avec eux qu'il faut discuter. C'est peut-être avec eux qu'il faut discuter. Et je pense qu'on a un patronat qui est capable, à travers vous, à travers vos représentants, de faire cette réflexion dont vous parliez, parce qu'il faut arriver avec des choses concrètes.
raisonnable. On ne peut pas passer de 0 à 1, mais on peut passer de 0 à 0,25. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. Et je pense qu'on a la possibilité, aujourd'hui plus que jamais. Alors, je pense que si nous ratons le coche du Covid-19, ce n'est pas demain la veille qu'on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Ça, c'est mon avis. On espère en tous les cas qu'on va en tirer profit et faire changer pas mal de choses. Ben oui, il faut saisir l'occasion. Moi, je pense que le système bancaire est ouvert. Hein. Il écoute, de toute façon, il faut, hein, vous savez, dans une négociation, vous êtes bien placés pour le savoir les uns et les autres. Dans une négociation, il ne faut pas qu'il y ait un perdant et un gagnant. Il faut qu'il y ait deux gagnants. Oui. Si on n'a pas deux gagnants, ben, ça ne marchera jamais. Parfaitement. Alors, donc, je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous a été alloué pour cette... Je crois qu'il faudrait consacrer une autre séance, mais uniquement pour ouvrir un débat là-dessus, à ce sujet-là. Avec plaisir. C'était tellement constructif et intéressant qu'il faudrait débattre le sujet afin d'arriver peut-être à... Soit on le fait en webinaire, soit on attend le déconfinement et on se retrouve. Et on se retrouve. Pour rester sur une note positive, on se retrouve. Absolument, absolument. Ben, j'espère que le 10, enfin le 11 au matin, on ira prendre un café quelque part. Hein. Inch'Allah. Ben, écoutez, c'est Jberi, je vous remercie infiniment de nous avoir éclairés. Au nom du club des dirigeants, je remercie toutes les personnes qui ont contribué non pas au débat, mais aux questions et aux commentaires, surtout sur Facebook. Je remercie énormément toutes les personnes qui ont suivi toute votre intervention, que ce soit au niveau de Zoom ou sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer par email. Nous nous chargerons de les transmettre à Monsieur Jberi incessamment. Si Jberi, un petit mot de clôture? Ben écoutez, moi je trouve... rapide. Oui, rapide. Je trouve très bien ce que vous êtes en train de faire avec cette série de webinaires. Je pense qu'on... Les gens ne se sont jamais autant parlé sur des sujets d'actualité, sur des sujets importants qui les concernent, que depuis que nous avons eu ce Covid-19. Je ne vais pas quand même pas aller jusqu'à dire pourvu que ça dure, non, pourvu qu'il s'en aille, mais pourvu que le dialogue et les discussions et les échanges continuent. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé si j'ai abusé du temps des uns et des autres. Non, pas du tout. Ça a été un plaisir de partager avec vous. C'était excellent. Pourvu qu'on change nos comportements et qu'on change nos habitudes pour ce qu'il y a de mieux pour nous et pour notre pays. C'était vraiment agréable de modérer cette session avec vous, en espérant vous revoir très prochainement. Nous devons malheureusement céder la place à la conférence suivante qui commence à 16h. Absolument. En tous les cas, merci beaucoup, Jberi. Je suis ravi de faire votre connaissance. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous les participants. Hein. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Le club des dirigeants vous remercie et plus précisément, c'est de l'Esdref. Merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine. Merci à toute l'équipe, à tous ceux que je ne connais pas encore, mais j'aurai le plaisir de vous rencontrer prochainement, Inch'Allah. Certainement. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Merci tout le monde. Maïkoun Bass pour le... Oui, j'espère qu'à chaque webinaire, je n'aurai pas un pouce en l'air. Hein. Coloriez-le en bleu. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est à la mode. Absolument. Merci. À la prochaine. Portez-vous bien. Allez, au revoir. Au revoir. Merci.